Alain, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, il s'en passe de belles sur les marchés actions. Alors que tout le monde était positif, eh bien, Wall Street vient de connaître sa pire semaine depuis 2 ans, depuis le Brexit. L'ampleur de la baisse a été tout de même significative puisque le Dow Jones et le Nasdaq ont reculé entre le 31 janvier et le 9 février de quelques 7,5%, ce qui est tout de même très important sur une période aussi brève. Bon, ce qui a provoqué tout ça, c'est la remontée des taux américains, du 10 ans, du 30 ans, avec en arrière-fond une inquiétude, le retour de l'inflation. Alors, est-ce que ce catalyseur est fondé ou non ? Alors, il est fondé, si on écoute la Fed. La Fed, vendredi 2 février, annonce que l'inflation américaine sera au-dessus de 2% en 2018. Bon, déjà, ça allume pas mal de signaux rouges chez les investisseurs. Et puis, dans la foulée, dans l'après-midi, sont annoncées des hausses de salaire aux États-Unis sur un an de 2,9%. Alors, tout ça, ça inquiète un peu les investisseurs. Donc, ça génère quelques opérations de prudence, c'est-à-dire que quelques investisseurs coupent leur position, et là, on entre dans un autre scénario de forte dégradation. Oui, parce qu'il n'y a pas eu que quelques investisseurs. Ah oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'investisseurs qui ont coupé leur position. Alors, bon, déjà, il y avait depuis des mois et des mois des positions spéculatives qui s'étaient accumulées sur les marchés, avec des positions ouvertes énormes sur le Dow Jones, sur le S&P, sur des indicateurs comme ça, sur le pétrole également. C'est vraiment d'énormes positions qui avaient été ouvertes. Qui étaient plutôt à l'achat, donc. Qui étaient probablement à l'achat par des investisseurs normalement un peu longs, quoi, donc il y avait ça. Donc ça, c'est déjà un phénomène, il faut un peu se méfier quand les positions ouvertes grandissent comme ça. Et puis, il y avait un coupable tout trouvé avec la volatilité, qui était très basse depuis très longtemps. Elle était complètement annihilée, on peut dire. Oui, complètement annihilée. Alors, j'aime bien ressortir cette anecdote-là. J'avais vu les gens de la Générale dans leur présentation fin janvier, qui avaient fait un calcul en reprenant toutes les données possibles, imaginables autour de la volatilité. Et ils arrivaient à la conclusion que jamais la volatilité n'avait été aussi basse depuis qu'on a des mesures sur les cours. Donc ça avait généré, parce que ça vit en soi-même, la volatilité, c'est-à-dire qu'il y a des indicateurs, il y a des index de volatilité qui étaient également vendus par des investisseurs. Donc il y avait également d'énormes positions ouvertes sur la volatilité. Et ces deux événements, donc d'énormes positions et une énorme position vendeuse de volatilité, dès que ça s'est dégradé un petit peu, la volatilité a augmenté et les investisseurs ont été amenés à couper des positions pour ne pas prendre trop de risques. Ils sont limités en PNL, comme on dit, c'est-à-dire qu'en niveau de risque, en euros, en dollars qu'ils peuvent perdre, et donc sont amenés à couper les positions. Et il y a un effet d'accélérateur énorme. En gros, il y a une sorte de mécanisme boule de neige. C'est ça, tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors après, on peut mettre les algos, c'est-à-dire que les algorithmes qui détectent des mouvements, donc ils voient bien, ils analysent parfaitement que plusieurs mouvements de baisse se génèrent et s'accélèrent. Donc ça déclenche de nouvelles ventes. Exactement. Il y a aussi des fonds, ce qu'on appelle risk parity, qui ont un mode de fonctionnement qui dit, en résumé, pour faire très simple, quand il n'y a pas trop de vol sur les actions, j'achète des actions, quand il n'y a pas trop de volatilité sur les actions, on achète des actions et on vend des obligations. Et puis, quand le mouvement inverse arrive, ils vendent des actions pour acheter des obligations. Et d'ailleurs, ce qui a été très paradoxal la semaine dernière, dans un mouvement de baisse assez marqué des actions, les taux ont baissé également de quelques centimes, c'est pas énorme, mais c'était contre la tendance qu'on avait constatée depuis quelques semaines. Depuis le début de l'année, les taux longs ont monté. Et donc il y a tous ces phénomènes qui sont venus s'accumuler. Alors Alain, quand je vous écoute, je me dis finalement, dans cette baisse, on a beaucoup de facteurs techniques qui ont alimenté la pression sur les cours. Très bien. Mais j'en reviens au fond de l'affaire. Tout de même, cette crainte du retour de l'inflation. Est-ce qu'elle est vraiment légitime ? Sachant que, oui, on a de la croissance, mais on a tout de même un monde émergent où l'inflation recule. On a une Chine qui ralentit, sciemment d'ailleurs, son activité. Donc on peut imaginer que la croissance va décélérer. Ça serait dans la logique des choses. En Europe, la croissance est au-delà de son potentiel. Hurrah, mais on ne voit pas les salaires repartir très sensiblement. Il y a peut-être des poches où en effet on note quelques petites tensions, mais dans l'ensemble, les ménages ne voient pas leurs revenus augmenter. Donc est-ce qu'on peut vraiment valider ce scénario de retour à l'inflation? Parce qu'on a l'impression que c'est autour de ça que les marchés vont pivoter. Voilà, donc c'est devenu le phare des marchés, mais c'est un phare qui est quand même très américain. C'est-à-dire que
On voit que les salaires ont effectivement un peu augmenté, on voit que l'inflation américaine revient à sa moyenne d'à 20 ans, donc on n'est pas non plus avec une explosion de la volatilité, de l'inflation. Bon, effectivement, il y a une petite tension aux États-Unis. Mais comme vous le disiez, si vous regardez en Europe, on se bat pour 0,1 d'augmentation, on est sur des inflations de 1,0, 1,3, 1,4, ce qui est en dessous des 2% cibles de la BCE, qui va probablement à un moment donné poser problème d'ailleurs. On voit que l'inflation en Chine n'est pas énorme. C'était quand même un pays qui avait tendance à fortement exporter son inflation ou sa déflation quand les prix ralentissaient. Là, on est sur des prix à la production qui sont aux alentours de 4. Bon, c'est beaucoup, mais ce n'est pas non plus les 6, 7, 8% qu'on avait précédemment. Et puis, on a une inflation de la consommation en Chine qui est à 1,3. Donc, on est sur des niveaux d'inflation effectivement assez bas. Sans parler du pétrole, qui recule plutôt. Alors, en ce moment. le pétrole, effectivement, qui a connu une flambée depuis l'été dernier. On est passé grosso modo de 40 à 70, quelque chose comme ça. Là, on a perdu 10% en un mois. On a les productions américaines qui explosent, hein, et puis on a l'Iran qui a rouvert les vannes de la production avec des discussions autour de l'OPEP et un accord qui se maintiendrait ou pas. Donc on n'est pas sur une inflation massive, on ne la voit pas, quoi. Donc toujours même chose, on fait attention, mais on n'est pas extrêmement inquiet par rapport à ça. Alors on pourrait se dire, bon, très bien, tout ça n'est que du bruit, une petite secousse sur le marché, enfin petite. 6 000 milliards quand même. Oui, tout de même. Enfin, une secousse à la hauteur de la hausse qu'on avait enregistrée. Bon, très bien. Et puis, on peut se rassurer aussi en se disant que des valeurs refuges comme le yen ou l'or n'ont pas servi de valeur refuge, et que donc, ça veut dire que le marché n'est pas vraiment inquiet. Mais tout de même, quand on a une telle secousse, parce que je la relativisais, mais elle a été tout de même majuscule, est-ce que il n'y a pas quelque chose derrière qu'on ne voit pas? Là, on parle de l'inflation, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un autre risque qu'on n'appréhende pas? Alors, oui, effectivement. Donc, la première chose, effectivement, c'est d'abord de se dire, est-ce que c'est l'inflation? Nous, on ne croit pas que ce soit l'inflation. Est-ce que ce sont les taux d'intérêt? Bon, il ne faut pas non plus exagérer. Les taux d'intérêt, ils ont monté légèrement aux États-Unis, hein. On est en train de parler de 0,3 depuis le début de l'année. C'est marqué. On a les taux courts américains, on en parle peu, mais qui sont sur les niveaux de 2008-2009. Hein. Attention quand même, il faut regarder ce marché des taux. Mais on n'est clairement pas dans un marché qui montrerait une très forte hausse de l'inflation et un risque de crédit quel qu'il soit. Alors après, ce qui peut et ce qui incite quand même à la méfiance, donc effectivement il y a ce phénomène technique et il y a ce phénomène de... bon, c'est un peu une secousse un peu tellurique, hein, comme il y a des tremblements de terre. Il y a souvent des petites répliques après, et on pourrait avoir quand même ça, encore une fois, fondé sur des choses techniques, parce qu'effectivement, si on regarde les autres indicateurs, vous parlez des valeurs refuges, on peut parler du yen, on peut parler du franc suisse, on peut parler de l'or. On ne peut pas dire que ça ait fortement bougé. Le dollar-euro n'a pas trop bougé non plus. Et puis il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est les écarts de rendement entre les entreprises et les États, ou même les États toujours un peu suspects, hein, Italie, Espagne, Grèce. Ils se sont même contractés un petit peu. C'est-à-dire que les taux allemands ont un peu monté, les taux américains, 10 ans, ont un peu monté, mais les autres taux n'ont presque pas monté. Alors après, il faut trouver, vous allez me trouver l'Argentine et trouver des endroits comme ça, mais globalement, on ne peut pas dire... Oui, donc on ne valorise pas une remontée sensible du risque aujourd'hui dans les marchés. Alors, mais en même temps, Alain, quand vous dites, finalement, la hausse des taux américains, elle est relativement modeste. Oui, mais quand on regarde en pourcentage la variation du 10 ans et du 30 ans américain, l'un a progressé de 43%, ça c'est le 10 ans, et le 30 ans de plus de 10%, 15 ou 18% de mémoire. Donc, ça sur un an. Ce sont des variations tout de même assez importantes. Et c'est la dynamique qui compte. Vous le dites assez souvent, vous, professionnels à la finance. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est perturbant un petit peu. C'est déjà ce mouvement. Hein, si on regarde un investisseur obligataire américain, je ne parle même pas de la devise, a perdu suivant la durée qu'il a, sur laquelle il investit, il va avoir perdu entre 7 et 10%. Et ça, sur de l'obligataire, c'est colossal. Hein. C'est pratiquement comme des actions, donc c'est pas prévu pour ça, normalement, des obligations. Donc il y a ça. Et puis, on se retrouve, alors après, il faut regarder, c'est toujours un peu les chartistes, on regarde ça un peu de près quand même. On a une baisse des taux depuis 35 ans.
De temps en temps, des petits blips comme ça qui arrivent. Et là, on est dans ce moment où on est en train de taper ses limites aux alentours de 2,80 sur les taux 10 ans américains. Donc, effectivement, ça, il faut le regarder. Mais après, il faut aussi être rationnel. C'est-à-dire qu'on a connu une période incroyable. Le marché américain, depuis Trump, est passé de 18 000 à 27 000 pratiquement en ligne droite. Il n'y a eu aucun retracement. C'était un peu fatal qu'il y ait ce retracement. Absolument. Mais est-ce que le marché n'est pas en train d'intégrer aussi le fait que nous passons d'une politique monétaire hétérodoxe qui nous a valu des taux hétérodoxes, c'est-à-dire extrêmement bas, écrasés, à aujourd'hui une politique monétaire qui se normalise, avec des taux qui se normalisent et donc qui remontent. Oui. Alors effectivement, mais encore une fois, ça vient d'abord des États-Unis, parce que si vous regardez le reste du monde, les banques centrales ont plutôt globalement tendance à continuer d'émettre. Si vous regardez la Banque centrale du Japon, la Banque centrale de Chine, qui est très opportuniste, ils vont ajuster en permanence leur position. La Banque centrale européenne, qui va continuer, moins qu'avant, mais qui va continuer. Le bilan de la Banque centrale européenne continue d'augmenter. Et vous regardez globalement les autres pays émergents, enfin les pays émergents, pardon, il y a... oui, mais il y a une inflexion tout de même dans le discours, un petit peu. Aux États-Unis, mais si vous regardez les autres, le Japon, il continue, alors ils s'en défendent un peu. La BCE un petit peu tout de même en disant... Ça discute, mais c'est pas pour tout de suite. Donc, moi, je veux bien que les marchés anticipent, mais à un moment donné, il ne faut pas aller trop vite. On se retrouve en zone euro avec un marché qui vaut 13 fois les résultats 2018, un marché américain qui était trop cher il y a quelques semaines, et puis on voit que les résultats sortent, ils ne sont pas si mauvais que ça, et on voit que les marchés ont baissé de 10%. On a récupéré 3 points de PE de price earning, donc de valorisation des actions en quelques semaines. Donc, ce qui était devenu vraiment pratiquement trop cher. Je pense qu'autour de ce plateau, vous aviez beaucoup de gens qui disaient que le marché américain était un peu trop cher. On se retrouve aujourd'hui avec des opportunités d'achat sur certains titres. Mais pour autant, vous ne vous précipitez pas? Non, on ne se précipite pas. Alors, on est bien investi. Essentiellement, d'ailleurs, on est très centré sur la zone euro. Donc, on reste confiant sur la zone euro. On avait pris quelques bénéfices marginaux. Et puis, on avait, sur certains fonds... trouver un peu des difficultés pour acheter des titres, donc on était un peu monté en cash, un peu, je dirais, à notre corps défendant. Là, il y a eu des baisses, donc on a fait quelques achats, mais vraiment très très ponctuels. On garde des munitions parce que, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir de la volatilité, très probablement, enfin, c'est pas grand devin de dire ça, probablement pas des volatilités extrêmes, on n'est pas sur les crises de 2008, mais quand même des mouvements de 5 à 10% sur un mois de temps. Donc, là où l'année dernière, on faisait ce qu'on appelle dans notre jargon du buy and hold, c'est-à-dire on achète et on porte, tant que les nouvelles ne s'inversent pas, on restait en position, et ça a plutôt été une tactique payante. Là, il va falloir être plus opportuniste, c'est-à-dire que probablement, par moment, ne pas hésiter à prendre des bénéfices, parce que le marché n'est plus complaisant à cause de la liquidité, vous avez raison, mais il est moins complaisant en valorisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va se dire, ce titre-là a monté de 30%, il faut peut-être couper, on ne sait jamais. Donc on va se retrouver dans des positions un peu comme ça. Donc pour résumer, on ne se précipite pas pour racheter, mais on ne vend pas tout, parce que pour le moment, le contexte reste favorable. Tout à fait. Alain, merci. Merci beaucoup.